pas l'heure, il est quelle heure? Ah, OK. Oui, c'est ça. Alors, bonjour, bienvenue à notre autre édition du MIAM, c'est-à-dire nos moments de l'intelligence artificielle à midi, événement organisé par l'École de l'IA appliquée à la santé. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Dr Marie-Pascale Pomé, qui est chercheur, bien sûr, ici au Centre de recherche du CHUM et également professeur à l'ESPUM, à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, et co-directeur également du Centre d'excellence de patients partenaires de l'Université de Montréal. Elle va nous entretenir sur les objets connectés. Et peut-être juste préciser qu'on est, comme d'habitude, en direct, en web diffusion via Facebook Live. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole. D'abord, un immense merci pour cette belle invitation et en particulier, donc, je voudrais remercier le docteur Fabrice Brunet et puis bien sûr Nathalie Beaulieu de me permettre d'être avec vous aujourd'hui et de voir que vous êtes si nombreux à vous intéresser aux objets connectés. Donc, on va dans le cadre de ce MIAM essayer de regarder comment les objets connectés à l'heure de l'IA sont en train de bouleverser notre façon de voir le domaine de la santé. Je voudrais ici remercier plus particulièrement Cathy Bazinet, je sais pas si elle est dans la salle, là, pour vraiment la remercier pour son aide et sa haute contribution pour la réalisation de cette présentation, ainsi que Janine Badre, Guy Paré, Neila Mesgani, Jeanne-Évelyne Turgeon et Lise Gauvin. Donc voilà, mes conflits d'intérêts sont nombreux, à partir que je n'ai absolument aucun intérêt financier dans aucune société commerciale. Et d'ailleurs, à part mon micro, je n'ai absolument aucun objet connecté sur moi. Et je n'en ai pas en temps réel non plus, donc c'est assez étonnant. Et puis l'autre chose aussi, c'est que je veux vraiment déclarer autre chose, c'est que je ne suis absolument pas une spécialiste non plus de l'intelligence artificielle. Donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est beaucoup plus le côté objet connecté. Et c'est dans ce cadre-là donc, que je veux faire cette présentation, qui s'inscrit donc dans la chaire de recherche en évaluation des technologies et des pratiques de pointe du CHUM. Et dans le cadre donc, de cette chaire, il y a un certain nombre d'axes, dont l'axe sur la santé connectée. Alors, cet axe s'intéresse à 4 domaines. Le premier, c'est vraiment la perception des professionnels de la santé sur la manière dont les objets connectés vont changer ou est en train de changer leurs habitudes de travail. On regarde aussi ce qui se passe au niveau des étudiants des sciences de la santé. On s'intéresse évidemment à la perception aussi des patients et en particulier quel est l'impact que ça va avoir sur leur relation avec les professionnels de la santé et aussi sur leur manière de gérer leur propre santé ou éventuellement donc leurs problèmes de maladies chroniques. Et le dernier point, c'est la co-construction. L'idée, c'est vraiment de développer les meilleures pratiques dans la manière d'impliquer les patients dans la construction de ces objets connectés ou de ces applications mobiles. Alors, on a un petit gueuleton pour ce MIAM à partager ensemble. J'espère qu'il va être relativement assez digeste, mais je vous promets qu'il est quand même assez dense. Donc, en amuse-bouche, on va commencer d'abord par, bien sûr, quelques définitions. Ensuite, pour l'entrée, on va regarder un certain nombre d'objets et d'applications qui sont actuellement disponibles. Ensuite, pour le plat principal, eh bien, c'est un peu quelle est la perception actuelle de la population ainsi que des patients et aussi de la perception des professionnels de la santé. Et puis, en fromage, dessert, on va regarder les impacts aussi que ça peut avoir sur notre système de santé et surtout les enjeux en lien avec cette utilisation de la santé connectée. Et puis, on aura un petit digestif, évidemment, pour finir tout ça.
Alors, les définitions, je ne vais pas vous faire un énorme, un listing exhaustif de toutes les définitions, mais comme vous le savez, il y a un nombre de termes absolument invraisemblables qui sont en train de fleurir dans ce domaine. Que l'on parle de l'Internet des objets, l'Internet of Things, que ce soit la santé mobile, que ce soit la santé numérique, la santé connectée, etc. Et c'est une terminologie qui n'est pas encore totalement stabilisée. Donc pour cette présentation, je vais surtout me polariser sur évidemment la santé connectée, les objets connectés et l'IA. En ce qui concerne la santé connectée, donc l'OMS en 2009 a commencé à proposer un certain nombre de définitions et vous pouvez lire ici donc, que ce sont vraiment les pratiques médicales et de santé publique qui reposent sur des dispositifs mobiles ou encore des téléphones portables, des systèmes de surveillance, des assistants numériques ou des appareils sans fil. Et l'idée ici, c'est vraiment de maintenir ou d'améliorer la santé des individus. Ce qui est aussi intéressant quand on voit les définitions, c'est qu'on voit que c'est aussi une nouvelle façon de penser. C'est en faveur d'une réflexion beaucoup plus globale et intégratrice au niveau des réseaux qui peuvent se constituer au niveau local, régional ou mondial. Donc c'est ça aussi, c'est qu'on fait exploser un peu les frontières telles qu'on les connaît actuellement. Les objets connectés, je vais vous donner l'exemple de la montre, que je n'ai pas. Donc la montre, évidemment, vous pouvez juste l'utiliser à des fins de regarder l'heure. Vous pouvez aussi éventuellement avoir un accès sur web. Mais si votre montre commence à vraiment traiter des informations et est capable ensuite de pouvoir les transférer à un serveur qui ensuite va pouvoir les utiliser, eh bien là, on parle évidemment d'un objet connecté. L'intelligence artificielle, vous avez eu une magnifique première conférence qui vous a été donnée dans le cadre de l'école. Bien sûr que je ne vais pas revenir sur tout ce qui vous ont été présenté, mais vous voyez ici qu'il y a plein de définitions qu'on retrouve dans la littérature. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est vraiment de revenir sur le fait que c'est la façon de mimer le fonctionnement du cerveau humain, ou du moins sa logique lorsqu'il prend des décisions. Donc ce que ça permet, c'est vraiment la science de la programmation, donc des ordinateurs pour qu'ils réalisent des actions qui normalement sont réalisées par des humains. Ça nous permet donc de prendre des décisions, des résolutions de problèmes et surtout donc de faire en sorte qu'il y ait de l'apprentissage. Ça aussi, ça avait été bien expliqué sur l'apprentissage machine lors de la première conférence. Alors les liens entre la santé connectée et l'intelligence artificielle, eh bien la première chose, c'est qu'effectivement l'intelligence artificielle, comme vous le savez, se nourrit de beaucoup de données, ça a été aussi bien explicitement présenté, pour être capable de nourrir les algorithmes. Et bien sûr, une des sources importantes de ces données, ce sont les objets connectés ou la santé connectée. Les données qui sont issues des objets connectés et des applications mobiles aussi ont besoin d'être analysées, d'être transformées pour obtenir de l'information pertinente. Et ça, pour être capable de pouvoir le faire, qu'est-ce qu'on fait ? On fait appel à l'intelligence artificielle. Donc ici, on va passer vraiment en revue un certain nombre d'objets qui sont actuellement très intéressants, puis certains donc, sont même mis en place au CHUM. Juste un petit rappel historique qui m'a fait très plaisir d'écouter, c'est donc Rafi Aladjian qui, donc en France, en 2003, a proposé la lampe Dahl. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette petite lampe qui prend des couleurs variées, et ça c'est en fonction de la météo, de l'état de la bourse, des nouvelles qui sortent sur Google, de votre état d'esprit dans la pièce, etc. Enfin bref, donc c'est quand même un peu rigolo. Et puis en 2005, il a sorti vraiment ce qu'on appelle l'icône des objets connectés, donc ce petit lapin qui était capable de pouvoir lire vos courriels et aussi que vous pouviez interroger pour vous donner de la musique. Donc quand on sait qu'il y a d'autres maintenant, Echo Dot et autres de ce monde qui nous aident dans notre quotidien, eh bien ça remonte quand même déjà en 2005 que le premier petit Carrots avait vu le jour. Donc les objets connectés, on peut les catégoriser en trois catégories. Les premiers, c'est vraiment ceux que l'on met sur soi. Il y a ceux qu'on va utiliser de manière ponctuelle et finalement, évidemment, nos téléphones qui ne nous quittent pas avec nos applications mobiles. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, un exemple évidemment excessivement intéressant, c'est dans le cadre du diabète. Donc, quand nous étions aux entretiens Jacques Cartier il y a quelques mois, donc avec Dr Brunet, nous avons eu la chance de rencontrer donc Aurélie Daniel, qui, grâce à un pancréas intelligent entre guillemets, est capable donc de pouvoir avoir une petite sonde sous la peau qui va faire un recueil en continu de sa glycémie, qui va être ensuite en contact avec sa pompe à insuline et qui va donc réguler
sa glycémie et éventuellement faire des bolus. Elle, la seule chose dont elle a à se soucier, c'est de vraiment bien faire attention à la quantité de sucre qu'elle ingère. Son témoignage est vraiment excessivement éloquent, comme vous pouvez le voir. Ça a été la révolution de sa vie. Les diabétiques ont excessivement peur des hypoglycémies et elle a eu l'impression, en tous les cas, d'avoir un bien meilleur contrôle et surtout de pouvoir faire des activités physiques comme des personnes qui ne seraient pas diabétiques. Ça a permis aussi de pouvoir monter un projet qui s'appelle Diaplop, qui donc fait en sorte que les patients transfèrent ensuite toutes leurs données sur une interface informatique aux Hospices civils de Lyon. Toutes ces données ensuite sont consultées en temps réel par une infirmière clinicienne et il y a donc tout un dialogue qui s'installe entre l'infirmière clinicienne et le patient pour vraiment s'assurer qu'on comprend bien l'arrivée des symptômes, etc. Enfin bref, donc une bien meilleure connaissance aussi de sa maladie. Il y a aussi, tout ça est relié à d'autres examens de laboratoire dont l'hémoglobine glyquée et ça permet aussi d'avoir vraiment un portail qui s'appelle My Hospice Civil de Lyon où les patients peuvent suivre complètement le suivi de leur diabète, aussi en temps réel, et ils sont en contact aussi avec leurs prestataires de soins. Un autre exemple, c'est Exoskin, difficile de passer à côté, puisque vous savez que vraiment c'est une compagnie donc montréalaise. C'est un travail qui est réalisé par Neila Mesghani, donc en collaboration évidemment avec d'autres chercheurs dont je fais partie. L'idée, vous savez que c'est donc un t-shirt qu'on peut mettre sur soi et qui a des capteurs à la fois donc cardiaques, pulmonaires et aussi de l'activité physique que vous faites. Donc, c'est un grand intérêt pour les patients en particulier qui sont insuffisants cardiaques. Vous savez qu'il y en a 600 000 au Canada, qu'ils ont besoin, après avoir fait un épisode d'insuffisance cardiaque, de pouvoir faire de la réadaptation. Et le problème de l'adhésion au traitement n'est vraiment pas toujours évident. Donc, jusqu'à présent, on les suivit par des petits carnets ou des questionnaires. Et là, tadam! Et bien évidemment, avec notre super t-shirt Exoskin, on est capable de pouvoir les suivre en temps réel. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc toutes les données qui sont rentrées. Et grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de pouvoir traiter les données et faire en sorte ensuite qu'il y ait des interfaces, autant pour le patient que pour les professionnels, et faire en sorte qu'ils puissent communiquer entre eux. C'est ce qu'on appelle de plus en plus le développement de systèmes d'aide à la décision médicale qui, maintenant, s'intéressent à donner une prestation très individualisée à la personne en fonction donc de ses symptômes cliniques. D'autres objets, ceux-là, ce sont ceux qu'on peut utiliser ponctuellement. La brosse à dents connectée, je ne sais pas si parmi vous, il y en a déjà qui l'utilisent. Combien on utilise la brosse à dents connectée? Personne? Bon, je pensais, moi. Le pèse-personne connecté, donc insuffisance cardiaque, insuffisance rénale par exemple, super intéressant. Les verres connectés, eh bien ça c'est pour les personnes âgées pour s'assurer vraiment qu'elles s'hydratent parce que c'est quand même excessivement important, surtout quand on a des grosses canicules. Et puis les matelas connectés, eh bien là c'est un autre projet aussi mené par Neila. Donc moi j'ai découvert ce que c'était que le ballistocardiogramme. C'est un bien joli mot, donc c'est notre nouveau BCG. Donc le BCG, eh bien, c'est la mesure de la contractibilité du muscle cardiaque qui est permis grâce à l'enregistrement des tremblements du corps qui sont liés donc, au battement de notre cœur. Et donc des patients qui viennent de sortir ou qui sont hospitalisés avec une insuffisance cardiaque, grâce au matelas, on va pouvoir recueillir ce fameux ballistocardiogramme et là encore, grâce à l'IA, faire du traitement de données qui vont nous permettre aussi de pouvoir s'assurer effectivement qu'en termes de détection et de prévention, on s'assure qu'il n'y ait pas de nouvelles crises. Là, les applications mobiles, c'est le délire total. On est à 400 ou 500 000 applications mobiles actuellement sur le marché. Il faut savoir que le taux d'assiduité des personnes qui téléchargent ce genre d'application est de 3 mois. Donc, c'est quand même pas beaucoup, mais c'est quand même mieux que les jeux vidéo. Il paraît que les jeux vidéo, c'est 2 mois. Et que dans 80% des cas, eh bien, malheureusement, on ne peut pas dire que leur qualité soit vraiment optimale et que donc, les données qui sont issues de ces applications ne sont pas toujours validées. Alors, bon, c'est tout un champ important sur lequel il faut évidemment prêter beaucoup plus attention. La classification de ces applications mobiles, il y en a plusieurs, je vais vous en présenter une. Il y a évidemment les applications qui sont plus en direction des patients, et ça c'est excessivement intéressant parce que ça leur permet de pouvoir suivre leurs paramètres, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça leur permet aussi éventuellement de faire des rappels sur leur prise médicamenteuse. Pour les praticiens, eh bien, c'est tout ce qui concerne évidemment la communication entre eux, mais aussi les calculs médicaux, de pouvoir aussi avoir une aide au niveau de la prescription électronique.
On peut avoir des applications qui sont plus de type informatif, comme des dictionnaires médicaux, où on va chercher évidemment un certain nombre de termes ou même les médicaments. Et puis le dernier point, c'est de se former. Donc là, on peut avoir de plus en plus d'applications qui vous permettent de pouvoir mieux comprendre ce que c'est qu'une pathologie, que ce soit du point de vue des professionnels, pour le côté formation continue, ou du côté des patients. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler, mais quand même de cette application extraordinaire où on est capable de pouvoir se mettre dans la peau d'un patient qui a une rectocolique hémorragique. Et je vous jure qu'après l'avoir fait, je pense qu'on a une certaine empathie. Donc, deux exemples qui ont été repérés au cours de ces derniers mois comme étant assez exceptionnels. Donc, il y a Doctisia plutôt. Donc, ça, c'est un carnet de santé qui est destiné aux patients, où le patient peut vraiment se préparer à sa consultation, faire une checklist avant de voir son médecin. Et aussi, il y a plein d'informations excessivement pertinentes en cas d'urgence, s'il y avait besoin, en tous les cas, d'y avoir accès. Et puis, MedPix, c'est l'échange entre professionnels sécurisé d'images, que ce soit radiologiques ou alors bien sûr des images, par exemple en dermatologie, où on peut vraiment discuter de cas, et c'est en particulier évidemment intéressant quand on est à distance ou quand on a des diagnostics un peu plus complexes. Là maintenant, la population générale, qu'en pense-t-elle? Alors là, on est donc à notre plat principal. Donc récemment, en 2017, on a le CEFRIO, donc en collaboration avec la chaire de recherche sur les objets connectés de HEC, qui a lancé la plus grande étude au niveau international sur les habitudes des Canadiens envers les applications mobiles et les appareils intelligents. Et ce qui est ressorti, c'est que 32% des Canadiens actuellement utilisent ce type de dispositif, mais que parmi ces 32%, il n'y en a que 28% qui le font pour des problèmes de santé, de problèmes médicaux, alors que pour les autres, c'est vraiment pour justement suivre leur activité physique ou ce genre de choses, mais pas dans un but thérapeutique. Et 42% des personnes interrogées mettaient en évidence que le fait d'avoir ces objets leur permettait d'être beaucoup mieux préparés pour leur consultation. Récemment, là c'est carrément il y a quelques mois, il y a eu donc une autre étude qui portait plus particulièrement sur les 65 ans et plus. Et là encore, 70% d'entre eux pensaient que l'accès aux soins de santé serait amélioré grâce à la santé connectée. Et aussi, alors là, ils étaient interrogés d'une façon plus large, là, mais ils pensaient même que pour tout ce qui concerne leurs activités sociales et autres, ça pourrait être très bénéfique. 22% donc, les utilisent déjà actuellement, en particulier pour le suivi de leur santé, donc très proche de ce qu'on voyait dans la population générale. 35% se sentent à l'aise d'avoir des communications via des interfaces vidéo avec leurs professionnels. Et 55% sont déjà intéressés à au moins utiliser un outil numérique afin de rester autonomes dans leur santé, donc de surtout pas être hospitalisés et de pouvoir rester le plus longtemps chez eux. Vous voyez que pour l'instant, on est encore dans des suivis qui sont plus en lien avec le bien-être que vraiment avec la pathologie. Mais aussi, une autre chose qui est excessivement intéressante, c'est que là, on a un revenu qui est supérieur à 80 000 $, ce qu'on avait aussi vu dans l'autre étude, où on avait quand même aussi des personnes assez jeunes et qui étaient assez éduquées. Là, on fait des hypothèses que la santé connectée, ça pourrait être excessivement intéressant pour les patients. Parce qu'en effet, d'avoir des patients qui sont plus engagés, qui connaissent mieux leur pathologie, ça permettrait évidemment de faire en sorte qu'ils aient un meilleur contrôle et qu'on puisse finalement faire en sorte que des patients, par exemple, insuffisants cardiaques, puissent avoir une vie un peu plus normale. Donc les hypothèses qui sont faites dans la littérature et qu'on retrouve, c'est d'abord que ça permet une meilleure autosurveillance et un meilleur recueil de données, que ça permet de renforcer aussi la connaissance sur sa maladie, de fournir aussi des espaces pour mieux répondre aux besoins réels des patients, vous voyez, puisqu'on est de plus en plus sur quelque chose d'individualisé, de faire aussi en sorte qu'il y ait une meilleure connexion et de communication entre les différents acteurs qui peuvent intervenir autour du patient, en particulier quand on est avec des patients avec des multipathologies. Et finalement, évidemment, c'est d'avoir un patient partenaire encore plus engagé. La littérature, pour l'instant, est relativement assez faible, je reviendrai là-dessus, mais il y a eu 2 revues de synthèse qui sont apparues il n'y a pas si longtemps, une en 2004 et puis une autre en 2016, qui confirment effectivement, dans les peu d'études que l'on a, que ça effectivement améliore l'engagement, que ça améliore les connaissances, que ça améliore la communication et l'adhésion. Il y a même des études qui montrent que ça entraîne un contrôle plus fin de certains signes biologiques, de diminuer aussi certains symptômes et que ça améliore évidemment l'autosurveillance. La barrière à l'adoption, par contre, de ces technologies, c'est d'abord de les connaître. Les gens n'ont pas toujours la connaissance qu'elles existent. La deuxième, c'est tout le problème de technique, comment on utilise ces technologies. Et finalement aussi, c'est l'accès au niveau financier, puisque souvent, c'est relativement encore assez cher.
Donc, les études auxquelles on a accès actuellement, eh bien, elles sont relativement assez hétérogènes sur les dimensions qui sont couvertes. Celles qui le sont le plus souvent, c'est vraiment celles qui sont en lien avec les dimensions comportementales et cognitives. On s'intéresse beaucoup au patient engagement, là, le patient activation measurement. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Par contre, il y a encore vraiment une littérature qui évalue ces objets sans la participation des patients. Donc, il y a tout un champ de recherche à réaliser pour s'assurer, en tous les cas, qu'on réponde bien à leurs besoins. La perception des médecins de famille. Alors là, c'est aussi très intéressant. C'est une étude que j'ai menée avec donc, Guy Paré, qui est le titulaire de la chaire de recherche en santé connectée, et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. L'idée étant... il y a quelque chose qui manque. OK. Donc on avait 6 objectifs dans notre étude. Bien sûr, c'était de un peu mieux comprendre quelles étaient les demandes qui étaient faites par les patients. C'était aussi de voir un peu les modalités d'utilisation par les patients, de voir aussi comment les médecins de famille collectaient ces données et est-ce qu'ils les utilisaient, comment ils utilisaient le web, les rôles des instances aussi qui pourraient les aider à mieux utiliser la santé connectée, et finalement aussi les besoins en formation. Donc, c'est une étude qui a été menée en septembre et octobre. On a eu 768 répondants. On a une petite surreprésentation féminine dans notre échantillon. Vous voyez que les personnes ont plus de 10 ans d'expérience pour pratiquement la majorité et que nous avons que 24% de ces personnes qui ont répondu qui utilisent des Fitbit et autres pour traquer leur santé. Alors, les résultats. Eh bien, les 2 principales demandes que font les patients auprès de leurs professionnels de la santé, c'est d'abord de communiquer avec eux par courriel ou par SMS, ou encore de prendre des rendez-vous en ligne. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les médecins qui sont relativement assez jeunes. Et puis encore très très rarement, c'est de leur recommander un objet connecté, de leur recommander un site web où ils pourraient trouver de l'information pertinente pour eux, et finalement aussi de faire une consultation en ligne. Ce qui est intéressant, c'est que les chiffres en France sont beaucoup plus de l'ordre de 20% chez les patients qui sont intéressés à faire des consultations en ligne. Quels sont les objets connectés? Eh bien, le tensiomètre qui est demandé, les bracelets intelligents pour le suivi du sommeil ou pour les suivis d'activité physique, les podomètres et finalement les glucomètres. Et là, on voit aussi que vous voyez qu'il y a un effet en fonction des jeunes médecins qui aussi sont plus enclins à faire ce genre de recommandations, ainsi que les femmes. Une autre donnée intéressante, c'est la pertinence pour les médecins d'utiliser les données provenant des patients. Alors là, on fait un ouf. 53% des médecins de famille actuellement qui ont été interrogés disent qu'ils ne voient pas vraiment la pertinence. C'est un chiffre qui est de 81% en France. La fréquence de consultation des données provenant des patients, vous voyez que dans plus de 50%, ils ne les regardent pas. Ça ne les intéresse pas vraiment. Ou en tous les cas, ils n'y ont pas accès. Quel est l'intérêt quand même qu'ils verraient, en tous les cas, de collecter la donnée de ces patients? Ça permettrait de pouvoir mieux discuter d'objectifs de santé. Ça permettrait aussi une meilleure prise de décision clinique. Ça permettrait aussi d'avoir un meilleur suivi de leurs patients. Ça, on l'a vu avec l'exemple que je vous ai donné sur le diabète. De permettre une meilleure communication aussi avec les patients. Et finalement, d'avoir une meilleure utilisation de leur temps pour être vraiment complètement prêts, en tout cas, à répondre aux questions de leurs patients. Et quelles sont les raisons pour lesquelles ils résistent à utiliser ces données? Eh bien, la première chose, c'est que les patients ne colligent pas suffisamment actuellement. Ils n'ont aucune connaissance finalement de ces applications et de ces objets connectés, puis ils ne savent pas du tout la qualité que ça vaut, donc ils sont un petit peu frileux de les utiliser. Il y a le gros problème aussi de l'interopérabilité, puisque actuellement, brancher ces objets connectés sur les DME, ça ne se fait pas comme ça, donc c'est beaucoup plus compliqué que l'on pourrait le penser. Et finalement, une chose excessivement intéressante, c'est qu'ils croulent sous le nombre des données. Alors, ils veulent bien avoir des petits carnets et tout avec la glycémie, mais là, tout d'un coup, une avalanche de données qui arrive sur leur bureau, il faut absolument là qu'il y ait quelqu'un qui les aide, et en particulier donc, des personnes spécialisées dans l'intelligence artificielle. Mais ils sont quand même porteurs de téléphones intelligents et de tablettes, comme vous voyez, donc à 89%. Et ils les utilisent particulièrement pour des aviseurs ou des prescripteurs pharmaceutiques, aussi pour des calculateurs médicaux et finalement pour des guides de pratique médicale. Mais voilà, il n'y a pas encore de portable, le débat n'est pas sur Twitter, pas encore. Et puis à la communication avec les patients, on a été aussi assez intéressés. Il y a encore très peu d'échanges courriels, que ça soit sécurisé ou non sécurisé, entre médecins et patients et entre médecins et médecins. Donc il y a quand même, là où il y en a le plus, c'est entre médecins.
Et c'est surtout des communications non sécurisées. Donc il y a encore un petit peu de travail à faire pour essayer de faire comprendre que c'est important que les données ne soient pas comme ça échangées sans un minimum quand même d'encadrement. Et finalement, sur le courriel sécurisé aussi, c'est relativement assez faible. Il y a encore très peu de choses. Alors les consultations en ligne, là, c'est vraiment aux abonnés absents là, pour l'instant. Donc, on leur posait aussi la question de savoir est-ce que l'intelligence artificielle, pour vous, pourrait devenir un atout pour votre pratique, ou en tout cas, vous pourriez la mobiliser. Et vous voyez que pour l'instant, il n'y en a que 57% qui y voient un quelconque intérêt. On leur demandait les responsabilités en matière de santé connectée. Donc là, ils avaient identifié la FMOQ et les facs de médecine comme étant des excellents vecteurs pour essayer de les former. Puis je pense que l'école, justement, l'intelligence artificielle en santé fait partie des acteurs. Quand on envoyait le questionnaire, elle n'existait pas encore, donc ils n'ont pas pu la cocher. Mais c'est sûr que c'est une place vraiment à prendre. Le ministère de la Santé et des Services sociaux est vu comme étant vraiment un acteur incontournable pour l'interopérabilité. Et finalement, pour tout ce qui concerne la qualité donc, de tous ces objets et de ces applications, on retrouve évidemment l'INES et le Collège des médecins du Québec comme étant deux acteurs importants et qui devraient prendre leur place. Donc une petite synthèse de tout ce que je viens de vous raconter, ça montre que les médecins, en tous les cas actuellement de famille au Québec, ça leur permet, ils voient le potentiel là, de permettre de discuter d'options, de pouvoir faciliter des prises de rendez-vous. Ils répondent à certaines demandes en lien avec les bracelets et les podomètres, les glucomètres, mais vous avez vu en très petite quantité. Ils pensent qu'il y a un potentiel aussi de discuter des objectifs de santé. Et puis ils voient quand même le fait qu'il y a la nécessité qu'un certain nombre d'acteurs les aident parce qu'ils ne seront pas capables de pouvoir faire ça tout seuls, et en particulier qu'on les forme. Donc, c'est une étude, en tout cas, qu'on aimerait aussi mener auprès des médecins spécialistes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait ressortir aussi un certain nombre de paradoxes. Parce que, d'un côté, on dit que les médecins généralistes, donc au Québec, ne sont pas encore branchés, mais en même temps, leurs patients commencent à l'être. Donc, il faut absolument qu'ils commencent à réfléchir à ça. Donc, on a beaucoup d'espoir pour faire en sorte que notre système donc, soit encore meilleur avec donc, une diminution des coûts. Mais si les médecins de famille ne sont pas formés, on ne voit pas très bien comment ça pourrait marcher. Il y a tout le problème de la compatibilité aussi qui a été mis en place. Le fait aussi que finalement, les technologies commencent à être utilisées par les patients, mais les médecins de famille ne sont pas outillés pour les utiliser. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Et finalement, il y aurait la possibilité de développer de plus en plus des Patient Reported Outcome Measurements, là, les fameux PROMs, qui permettraient aussi aux patients d'avoir un meilleur engagement puisqu'ils pourraient vraiment plus quantifier un certain nombre de choses. Et ça permettrait aussi d'améliorer donc, la médecine personnalisée. Alors, les opportunités des objets connectés donc, pour l'IA et comment repenser nos systèmes de santé. Là, on serait plutôt sur le fromage ou le dessert. La réponse aux défis contemporains du système de santé, eh bien, on fait comme hypothèse, évidemment, que ça pourrait améliorer l'accessibilité, en particulier au Québec, où on a quand même un énorme territoire. Avoir la chance de pouvoir avoir des objets connectés, ça permet de pouvoir suivre en temps réel des personnes qui sont éloignées. Ça a aussi un potentiel non négligeable dans l'amélioration donc, du suivi des patients, en particulier pour les maladies chroniques, aussi sur les changements d'habitude de vie, donc tout ce qui concerne la prévention, et finalement, bien sûr, c'est de développer une capacité chez les patients d'avoir un meilleur contrôle sur leur état de santé ou sur leur maladie. Alors, je me suis un peu amusée en me disant, alors en partant de Molière, et si on essayait d'aller jusqu'en 2030 ou 2040, à quoi ça devrait ressembler? Puis, évidemment, est-ce que nos hôpitaux, par exemple, ressembleraient à ceux qu'on connaît actuellement? Il y a eu une très belle présentation il y a quelques jours sur l'hôpital sans mur. C'est sûr on pourrait se demander, en tous les cas, si nos professionnels de la santé ne vont pas devenir des ouvriers spécialisés de la médecine, derrière des grands écrans d'ordinateur pour pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe auprès des patients. Et puis aussi, est-ce qu'il y aurait des unités mobiles qui se baladeraient chez les gens pour pouvoir faire des diagnostics et éventuellement des hospitalisations transitoires? La médecine de famille aussi, est-ce qu'elle va s'exercer comme elle est actuellement ou ça va être plutôt justement par l'intermédiaire de vidéo-consultations ou de la télémédecine? Et est-ce qu'on va avoir finalement plus de regroupement aussi de professionnels sur des mêmes lieux? Ça aussi, ça pourrait être intéressant de voir ça. La pharmacie, on voit que c'est complètement en train d'évoluer. De plus en plus, on peut acheter ces médicaments sur Internet et en plus, ils vous sont directement apportés à domicile via des drones. Donc, évidemment, les pharmacies vont avoir un rôle un peu différent. Et puis, il y a évidemment un risque non négligeable qui est toute la protection
protection sociale. On a la chance là, de bénéficier d'une protection publique, égalitaire pour tous. Et évidemment, de plus en plus, on voit que le marché, l'utilisation des données, etc., intéresse aussi les assureurs privés. Et quel serait l'impact aussi sur la sélection des personnes? C'est vraiment des choses dont on pourrait se poser. Donc, d'une façon un peu provocatrice, à la Topol, qui avait écrit « The patient will see you now », eh bien, on peut même se demander si les patients ne se passeront pas des professionnels. C'est toujours une question qui reste en suspens. Topol amène beaucoup l'idée qu'il y a de la miniaturisation importante et une diminution des coûts. Vous savez qu'au bout de son téléphone, on peut avoir un échographe. Donc, ça permet. Puis après, on envoie les images. Il y a quelqu'un qui vous répond, qui vous donne le diagnostic. Donc, on pourrait même imaginer même des interventions même encore plus fines pour aller chercher éventuellement un calcul biliaire et autres. Donc, c'est de savoir, est-ce qu'on est en train d'arriver progressivement à une médecine de ce qu'on appelle le do-it-yourself. C'est ce qu'on retrouve maintenant dans la littérature et on devient aussi un homo digitus. Ça, c'est mon nouveau mot que je ne connaissais pas. Et je vais vous dire d'où il sort. Là, il est sorti il y a quelques jours. Voilà. Alors, plus prosaïquement, dans le cadre du CHUM, vous savez qu'il y a ce beau projet d'hôpital réseau apprenant, communicant, enseignant, qui permet évidemment aussi de mettre en connexion les citoyens et les patients directement avec le CHUM et bien sûr avec cette grosse base de données et le projet Citadel. Il faut savoir que le projet Citadel, pour l'instant, donc, utilise les données propres au CHUM. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce beau téléphone, il manquait quand même quelque chose d'important. Des objets connectés. Donc, ils n'étaient pas encore présents. Donc, là, il y a tout un travail, évidemment, qui est en cours. Et pour l'instant, en tous les cas, Citadel n'est pas encore alimenté par des objets connectés. Mais l'idée, là, c'est effectivement qu'on puisse aller chercher des informations de cette façon-là aussi, comme vous avez pu le voir aux Hospices civils de Lyon. Là aussi, la plateforme donc, a un certain nombre d'objectifs, donc bien sûr de répondre à une santé plus personnalisée, d'être plus ancrée au niveau de sa communauté, de mieux prendre en considération la trajectoire de vie et finalement aussi d'être une boîte à outils et d'apprentissage pour que vraiment les personnes puissent mieux s'approprier leur santé et bien sûr de développer des possibilités de recherche absolument incroyables. Et là, on retrouve la santé connectée à plein d'endroits, que ce soit la santé personnalisée, comme je vous l'ai montré, que ce soit évidemment au niveau de la trajectoire de vie, où on va être capable de pouvoir avoir des données longitudinales, au niveau de l'apprentissage, puisqu'on peut apprendre beaucoup aussi, vous avez vu, avec les différentes façons de l'utiliser, et finalement en termes de recherche, puisque ça nous permet d'avoir des nouvelles données qui vont nous permettre de pouvoir comprendre bien d'autres choses. Alors je vais évidemment aller aux enjeux de l'utilisation de ces objets connectés. Le premier enjeu, c'est sûr, c'est l'accessibilité à tous. On a parlé que ça pouvait améliorer l'accessibilité, mais ça peut être aussi un frein. Pour quelles raisons? D'abord, comme on disait, les coûts. Il y a le problème de la littératie et de la numératie. C'est quand même pas du tout évident que tout le monde soit capable de pouvoir faire ce genre de choses. Il y a un deuxième point aussi qui est les machines sont plus souvent plus performantes que les humains. Et qui est responsable en cas d'erreur? Je vous donne un exemple. Là, si par exemple une machine, grâce à l'IA, ne fait pas la détection d'un cancer du poumon, par exemple, dû à un surapprentissage. Vous savez, c'était une des données qui nous a été expliquée lors de la première conférence. Eh bien, qui va être responsable si le médecin effectivement passe à côté ou vice-versa, un médecin qui ne suivrait pas les recommandations données par la machine alors que finalement il y avait un cancer. Donc, beaucoup de belles questions pour les juristes. J'ai une autre question que je trouve intéressante, c'est pourquoi les GAFAM, les Natu et les Batix ne sont pas taxés à la hauteur de leur volume d'affaires. Pour moi, c'est encore vraiment une grosse nébuleuse. Il y aurait la possibilité de pouvoir faire un fonds éthique de stockage des données qui pourrait être issu justement de la taxation de ces géants. Et ça nous permettrait justement de pouvoir mieux choisir l'endroit où sont stockées nos données, puisque là, actuellement, on fait des oui, mais on ne sait pas trop, on clique oui, mais c'est où oui? C'est impossible de pouvoir le savoir, puis surtout, si on veut récupérer nos données et dire qu'on ne veut plus donner l'accès, on ne sait pas très bien comment faire non plus. Et comment s'assurer de la sécurité? Je ne sais pas si vous avez été tenu au courant, mais quand même, les hôpitaux de Marseille et un hôpital londonien, l'année dernière, ont été hackés. Donc, toutes les données ont été hackées, ça a entraîné une perte complète de l'hôpital. Ils ont dû absolument annuler tout le plateau évidemment opératoire et les consultations. Et c'était en échange donc d'une grande rançon. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de choses.
Une autre question, évidemment, c'est comment les patients pourraient aussi contribuer à alimenter leur carnet de santé électronique. Vous savez qu'on a la chance d'avoir ça au Québec. Et comment le ministère pourrait nous aider, en tous les cas, à faire en sorte qu'il y ait plus d'interconnectabilité. Les professionnels aussi, finalement, comment on peut les aider à être sûrs, en tous les cas, que grâce à l'intelligence artificielle et de cette santé connectée, ils vont avoir la possibilité d'offrir des soins de meilleure qualité, plus sécuritaires et avec une meilleure efficience, comme on le souhaiterait tous. Et finalement, comment on va aider aussi les patients à être mieux engagés dans leurs soins grâce à ces objets connectés. Ça, c'est aussi une belle question. Finalement, il faut vraiment s'assurer de la qualité des objets connectés. Il faut quand même savoir qu'il y a 60 millions de consommateurs qui a publié récemment une étude qui montrait que pour les tensiomètres, sur 7 tensiomètres qui sont actuellement vendus en France, il n'y en avait qu'un seul qui avait quand même un algorithme à peu près correct et qui était capable de pouvoir donner des informations qui étaient fiables. Donc vous voyez, il y a un peu de n'importe quoi aussi sur le marché, donc il faut vraiment faire excessivement attention. Donc, quelques exemples de réponses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Solid, mais c'est un projet où on peut soi-même choisir où ces données vont être stockées. Donc, il y a une dissociation entre l'interface d'application et la donnée. Donc, ça, c'est vraiment excessivement intéressant. Il y a évidemment la déclaration de Montréal sur l'IA responsable que je vous encourage à signer si vous ne l'avez pas déjà fait avec avec les 10 valeurs. La protection des données personnelles, il y a un certain nombre de mouvements au niveau international. Donc évidemment au niveau européen, on retrouve le règlement général sur la protection des données et aux États-Unis, on retrouve donc le Health Insurance Portability and Accountability Act. Au Canada, nous avons une loi sur la protection des données qui commence à être un petit peu ancienne, donc il serait bon quand même que nous nous y mettions et qu'on remette tout ça à jour. Et puis la Commission européenne a vraiment alerté les pays européens sur la nécessité de vraiment développer des règles sur la qualité, la sécurité et la fiabilité de cette santé connectée. Et là, donc, il y a déjà l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont mis en place un certain nombre de règles. Il y a des référentiels qui commencent à aussi être publiés. Entre autres, la Haute Autorité de Santé a sorti des référentiels et récemment, donc, le NICE. On est en train aussi de voir apparaître donc, des labels, et par exemple, mHealth Quality en est un. Donc là, je vous donne un exemple de ce qu'ils font. Ils utilisent donc 6 dimensions pour être capables de pouvoir évaluer que ce soit une application mobile ou un objet connecté. Le premier, c'est la valeur médicale, évidemment, s'assurer effectivement que ça répond bien à un problème de santé et que l'existence et la qualité des sources vont être vraiment de bonne qualité. On sait toujours que l'IA, l'important, là, c'est que la qualité des données soit là. Donc, c'est la première chose. Ensuite, au niveau éthique, bien sûr, c'est la considération de la conception jusqu'à la réalisation de l'objet qui doit vraiment s'assurer qu'on respecte un certain nombre de valeurs. La vie privée, évidemment, pour qu'on sache aussi où partent les données. Là, c'est excessivement important de ne pas faire en sorte que tout le monde y ait accès. La conformité juridique et réglementaire, comme je vous ai donné des exemples là, tout à l'heure. Et puis, bien sûr, la sécurité avec la possibilité de réaliser des audits donc sur des codes informatiques aussi qui sont utilisés et de garantir ainsi que vraiment les données sont bien traitées. Finalement, la valeur d'usage, puisqu'une fois qu'on met dans le public un objet connecté ou une application, il faut savoir effectivement si elle répond finalement à un véritable besoin ou pas. Donc, il faut pouvoir le suivre dans le temps. Donc ici, je voudrais quand même partager avec vous une belle citation. Il y a eu Nicolas Ayache, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est donc le directeur de recherche de l'Institut national de recherche sur la santé numérique. Donc c'est à Sophia Antipolis à Nice. Et on l'interpellait donc dans un numéro spécial que je vais vous présenter dans quelques minutes sur l'exercice de la médecine sera-t-il bouleversé par la santé connectée et l'intelligence artificielle? Et il répondait, la médecine numérique, ça permet de répondre aux 4 P. Donc elle est précise, elle est préventive, elle est prédictive et elle est personnalisée. Par contre, elle ne sera jamais capable de pouvoir répondre aux 4 C qui sont propres à l'humain. Donc que ce soit la compassion, la compréhension profonde, l'esprit critique et la conscience professionnelle. Donc ça, c'est vraiment à nous de voir de quelle manière, effectivement, on est capable de pouvoir faire en sorte que notre système de santé, et avec ses contours qui sont en train de changer, soit capable de pouvoir prendre en considération ces 4 C, tout en étant évidemment encore plus proche des 4 P. Quelques messages à emporter. Donc là, je vous en ai sélectionné 7, mais
peut-être que vous en auriez d'autres à garder aussi en tête. Le premier, évidemment, c'est vraiment l'explosion complète du nombre d'objets connectés et d'applications qui sont de plus en plus sur le marché. Je crois, si je ne me trompe pas actuellement, que le marché juste des Fitbit et des montres est à plus de 2 milliards de dollars. Donc, c'est juste une partie du marché, mais c'est énorme. En tout cas, il y a des projections dans le monde là, qui montrent qu'il y a beaucoup de gens qui pensent faire beaucoup d'argent là-dessus. Donc, il faut faire vraiment attention. La qualité aussi de ces objets connectés, comme je vous disais, avec les 80% que je vous citais tout à l'heure, c'est vraiment important qu'on ait des meilleures balises et aussi un meilleur contrôle sur la manière dont on récolte l'information et ensuite comment elle est utilisée et traduite pour qu'ensuite on soit capable de prendre des décisions vraiment éclairées. Donc ça nous demande par exemple l'INES, quel est son rôle aussi pour être capable de pouvoir s'assurer en tous les cas qu'on réponde bien à nos besoins. Actuellement, les objets sont particulièrement utilisés pour le bien-être, mais de plus en plus, on sait que ça va être utilisé pour les maladies chroniques. On a par exemple le docteur Tournou qui travaille actuellement pour l'insuffisance cardiaque et le diabète sur Take Me Home, qui va permettre justement d'avoir une intégration aussi, vraiment d'un suivi beaucoup plus individualisé des patients. Donc on va vers ça, mais on est encore quand même un peu lent, c'est toute une petite révolution dans le système, surtout quand on sait quand même qu'on communique encore beaucoup par des fax dans le système. Là, moi, je suis toujours aberluée de voir qu'on échange de l'information encore de cette façon-là, alors quand même que le courriel existe quand même depuis un certain nombre d'années. Les médecins de famille, mais je pense que aussi certains médecins spécialistes sont un peu dépassés par la situation. Il va falloir vraiment s'occuper d'eux pour faire en sorte de les former et de faire en sorte qu'ils comprennent un peu mieux l'environnement dans lequel ils sont amenés à évoluer. La nécessité aussi d'associer dès le départ les personnes qui sont directement impliquées, qui sont les destinataires de l'objet connecté ou de l'application. Là, je cite évidemment les patients et les citoyens, mais ça peut être aussi les professionnels. C'est important évidemment que les technologies ne restent pas dans les spécialistes des technologies, mais qu'elles soient vraiment co-construites dès le départ. Il y a des données médicales qui sont avec des impacts sur la prise de décision très 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 sensibles, que ce soit sur la fréquence cardiaque, évidemment tout ce qui est la saturation en oxygène, la glycémie et autres, et on ne veut pas évidemment avoir que des ingénieurs tout seuls qui travaillent là-dessus, on veut évidemment avoir une équipe autour qui soit capable de pouvoir réfléchir. Finalement aussi, quel est le potentiel de changement dans notre système de santé? C'est un peu ça qu'on a aussi regardé. On a vraiment tout ce qui est en lien avec la protection des données qui revient systématiquement, comment on est capable de faire ça, les interfaces technologiques, comment s'appellent les algorithmes, la qualité, et puis évidemment tout ce qui est la déshumanisation et l'isolement, puisque si on est vraiment toujours très très loin les uns des autres, il faut être quand même capable d'avoir vraiment des moments importants de communication pour être capable de pouvoir aller chercher nos 4 C dont on parlait tout à l'heure. Et finalement, nous sommes vraiment dans un monde absolument fascinant qui est en train vraiment d'exploser. Et nous sommes évidemment maintenant plus encore à l'ère du transhumanisme et que nos objets connectés deviennent de plus en plus des implants sous-cutanés. Donc là, ça va aussi aller chercher des nouvelles données que l'on n'a pas actuellement. Alors, mes coups de cœur, c'est pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous en propose quelques-uns. D'abord, d'abord les 2 publications faites par le NICE et la HAS sur le développement de critères pour être capable de pouvoir évaluer que ce soit les objets connectés ou les applications mobiles. Il y a eu un spécial, un numéro spécial qui a été publié au mois de janvier par Libération en collaboration avec France Culture, qui permet vraiment de pouvoir savoir quelle est notre vie à l'heure de l'IA. Puis il y a des super beaux dessins de Bilal, donc c'est super chouette. Il y a aussi évidemment la déclaration de Montréal. Il y a un texte qui a été récemment écrit aussi par Catherine Régis sur la manière dont l'IA peut aussi changer nos systèmes de santé. Et puis 4 livres intéressants. Le bleu, là, c'est vraiment comment les objets connectés peuvent changer nos habitudes de vie. Donc c'est vraiment tout l'impact. Le Black Boy, c'est dire attention. On peut avoir des coups fumants alors qu'il ne se passe rien. C'est une histoire où une jeune femme de 21 ans a été capable de monter une start-up absolument
absolument hallucinantes de millions de dollars pour pouvoir faire des tests génétiques. Et tout ça, il n'y avait absolument rien derrière. Donc, il faut vraiment avoir une certaine vigilance. Et puis, un peu le livre pour le 101 sur les objets connectés, c'est celui qui est en bas, là, sur vraiment comment on peut vivre avec la santé connectée. Et puis, un autre qui est un petit peu plus complet, là, sur vraiment la santé connectée citoyenne, qui met en relation, puis ça va plaire beaucoup au docteur Brunet, comment à la fois nos données d'ADN et nos sensibilités à l'apparition de certaines pathologies, plus le suivi de tracking qu'on peut faire avec les objets connectés et la santé connectée, on est à une ère totalement nouvelle. Et manifestement, il s'ennuie beaucoup, ce docteur Topol. Donc, simultanément, il a sorti hier un autre rapport pour le NHS. Et celui-là, il est à la destination donc, des professionnels pour savoir comment former nos professionnels à l'arrivée donc, justement, de cette santé numérique. C'est un magnifique livre là, que je suis allée regarder hier. C'est excessivement intéressant. Et on voit aussi l'évolution des équipes cliniques. Et il parlait évidemment que les équipes allaient maintenant devoir accueillir bien sûr des bio-ingénieurs, avoir des spécialistes de l'IA, avoir effectivement des médecins qui réfléchissent de façon totalement différente la médecine, évidemment, avec tous les autres professionnels autour, sans oublier, évidemment, le patient qui est un acteur effectivement incontournable et qui est la première source, évidemment, de données. Voilà, je vous en laisse. Il y en a plein de références, mais en tout cas, quand vous aurez accès à la présentation, vous pourrez les regarder. Et puis, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui permettent de pouvoir faire tout ce travail. Et puis, je serais en tout cas ravie de pouvoir travailler avec certains d'entre vous. Vous avez vu un peu les axes de la chaire et sur quoi on travaille. Donc, je serai en tous les cas très intéressée de pouvoir y participer. Et puis, finalement, restons en contact sur les médias sociaux si vous êtes intéressés. Vous pouvez nous suivre. On fait tout le temps des actualités aussi pour les patients, pour voir un peu comment ils évoluent dans le système de santé. Et finalement, c'est le temps des questions. Bonjour, je lance les questions. Christian Stapp, merci. Centre de recherche. J'ai un commentaire et une question. Mon commentaire, qui dit médecine, santé dans notre contexte, dit recherche clinique. Je voulais juste souligner que la recherche clinique a toujours été le précurseur de tous les systèmes desquels on parle maintenant. Souvenez-vous, les CRF électroniques sont le précurseur du dossier patient informatisé, le suivi patient à distance et le précurseur des outils connectés maintenant. Donc, je voulais juste rappeler la place de la recherche clinique dans le contexte. Ma question est politique. Vous avez beaucoup cité des sondages en France, un pays qui n'est pas connu pour son ambition de réforme. Et pourtant. Culturellement. On fait ça dans la rue, c'est tout. Et tu vas m'aider, Vincent. J'ai vécu longtemps. Dans des pays où le gouvernement a un moins grand impact sur l'organisation du projet santé de population, comme la Suisse, comme l'Allemagne, les modèles qu'on discute ici sont déjà bien avancés. Vous avez cité la Commission européenne qui, basée sur la demande de l'Allemagne et d'autres pays décentralisés, qui ont besoin d'encadrement parce qu'ils sont déjà beaucoup plus loin dans le processus. Ma question politique, c'est dans le système de santé québécois, qui est, on le sait bien, bien encadré par l'État. Comment est-ce que des outils qui finalement veulent dire démocratisation et responsabilisation des participants, bien loin de l'État, comment va être l'acceptance de cette évolution par une structure gouvernementale qui définit les règles de la santé? Est-ce que la démocratisation... Je donne l'exemple. Entre moi et le patient, pour le rendez-vous de suivi, il y a 5 personnes qui règlent le papier. Moi, je n'ai pas le droit de faire juste clic, on se revoit dans 6 mois ce jour-là. Donc, comment est-ce que le système va réagir à cette menace de démocratisation?
Je pense que ça va venir pas mal des patients. Si les patients ont des données et qu'ils ne vont pas être capables de pouvoir les transférer, il va y avoir vraiment un véritable problème. Je pense qu'il faudrait que la population, en tous les cas, soit beaucoup plus à même, en tous les cas, de faire remonter un certain nombre d'informations. Puis je pense qu'il va falloir faire du lobbying aussi au niveau politique pour que ça soit une question qui soit débattue. Parce qu'on entend parler quand même de la volonté du Québec d'avoir des plateformes numériques. Là, je pense qu'il y a eu quand même des véritables... il y a eu des avancées importantes qui ont été faites et puis aussi une discussion qui a été menée par la précédente ministre. Mais sur le domaine de la santé, effectivement, on n'entend pas grand-chose quand même, au niveau vraiment d'une vision, un minimum de vision, quoi, savoir où est-ce qu'on veut se projeter et où est-ce qu'on veut aller. Et puis, il y a des acteurs, effectivement, à mobiliser pour faire en sorte qu'ils puissent contribuer. Peut-être que aussi notre nouveau innovateur en chef a un rôle non négligeable aussi à faire en sorte qu'il puisse amener cette vision pour être capable de montrer un peu vers l'innovation de notre système, vers quoi elle va et sur quoi elle repose finalement. Donc je pense qu'il y a en tout cas un rôle important à faire. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a encore un peu de chemin à faire, mais si on arrive à réveiller les esprits... Non, je crois, Christian, c'est une excellente question, mais actuellement, au niveau gouvernemental, il y a une réflexion qui est menée par nos ministres pour pouvoir introduire cette... Donc, je ne pense pas qu'on soit aussi loin en arrière que ce que tu le penses. Maintenant, il y a du chemin encore à parcourir, mais il y a une volonté politique aujourd'hui d'introduire toutes ces nouvelles technologies et démocratiser, peut-être c'est le terme, c'est peut-être un autre terme, enfin bon, peu importe, la santé telle que tu la vois actuellement. Bonjour. Très beau miam. Moi, j'avais une question parce que je vois votre message justement qu'il y a besoin de communiquer de plus en plus. Puis moi, j'avais donné le premier miam en fait. J'avais les premiers quoi. Le premier miam, c'était. Ah oui, le premier miam. Puis je reviens à ma question qui était comment est-ce qu'on peut s'impliquer avec vous, parce que vous avez dit plusieurs fois on a besoin des gens qui checkent des algorithmes, etc. Puis on s'en rend compte de plus en plus en aidant un peu dans le IS que la santé c'est un peu un bunker, mais l'IoT c'en est un autre. Comment est-ce que vous nous recommanderiez, en fait, comment est-ce qu'on pourrait se parler et formaliser des projets pour qu'on puisse justement régler l'un des problèmes que vous avez mentionné? Moi, je pense que c'est effectivement ce qu'on appelle les laboratoires vivants. Là, on peut en créer au sein. On a la chance d'avoir un établissement au CHUM qui est très, très ouvert pour pouvoir créer des projets. On a aussi des cliniciens qui sont très partants pour mettre en place de nouvelles configurations. Donc, on pourrait vraiment être capable ensemble, en tout cas, de réfléchir à la fois sur vos intérêts, nos intérêts, les intérêts de recherche aussi. Puis on a la chance aussi d'avoir maintenant des facilitateurs au niveau du CHUM avec donc Cathy qui est là aussi. Donc, je pense qu'en tous les cas, il y a tout un environnement. Justement, la voilà. Écouter à distance. Nous. Ah, d'accord. Qui vraiment pourrait, en tous les cas, faciliter le fait qu'on puisse tous se rencontrer pour réfléchir à des projets beaucoup plus intégrés et qui permettent de répondre vraiment aux problématiques actuellement qui sont évoquées par les professionnels qui ne savent pas quoi faire des données. Là. C'est vraiment intéressant, c'est quand même la clé. Là. Si on veut qu'ils y adhèrent, il faut absolument qu'on les aide à les utiliser. Là. Merci. Peut-être une petite annonce, Marie-Pascale. On peut parler peut-être de la communauté d'innovation qu'on va mettre en place sur les objets connectés, qui va permettre à multiples partenaires de se réunir autour pour partager leur savoir et savoir-faire autour de l'intégration des objets connectés en santé. Merci. Merci beaucoup, Marie-Pascale. Très intéressant. Je voudrais revenir sur le point d'accès ou d'accessibilité. Ce qui me semble quand même, c'est un enjeu majeur. Une Apple Watch, ça coûte cher. Une pompe à insuline, c'est pas remboursé au Québec si elle est prescrite après 18 ans. Et on ne parle même pas du pancréas artificiel complet. Est-ce que, en dehors de l'enjeu éthique que ça pose, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque qu'on entraîne les données sur des populations très sélectionnées par leur capacité à accéder à ce genre de système et que donc ça biaise de manière majeure l'aide à la décision qui ne sera pas applicable quand on va augmenter le pool ou quand on va vouloir l'appliquer à des populations différentes? Et est-ce que c'est un enjeu qui est pris en compte? C'est une excellente question, quand on sait effectivement comment les algorithmes sont réalisés. Et puis, il y a toujours la petite histoire, là, je ne sais plus dans quelle organisation là, ils avaient pris en disant on veut faire du recrutement. Là, et puis, ils avaient dit comme on avait des excellentes personnes avant dans notre boîte, on va regarder sur le profil que l'on avait de personnes qui travaillent pour nous. Et puis, ils ont développé de l'algorithme. Et puis après, ils se sont sortis avec eux des gens blancs, masculins, etc. Donc, c'est exactement ce que tu es en train de décrire en disant si on se polarise sur seulement certaines populations, puis qu'on alimente finalement notre algorithme à la lumière de ces données-là, on risque de passer effectivement, d'avoir en tous les cas à la fin finalement pas du tout le résultat que l'on souhaitait.
Ça, c'est justement, je pense, un point qui revient à ce qui a été posé comme première question sur la démocratisation et vraiment le débat qu'il faut avoir de façon beaucoup plus large, puisqu'on veut vraiment que ce soit le plus inclusif et qu'on soit capable de pouvoir avoir des données qui soient larges et non pas... Parce que quand même, on l'a vu, sur tout ce qui est sorti du CEFRIO, là, c'est des personnes qui sont éduquées, qui ont des revenus quand même relativement assez hauts et qui ont donc quand même un certain intérêt à s'intéresser à ce genre de choses. Donc on a déjà un biais important dans la façon dont ils sont utilisés actuellement. Donc il faut vraiment voir comment le système de santé peut aussi amener ces technologies dans les mains vraiment de toutes les personnes qui pourraient en bénéficier pour qu'on soit capable d'avoir une véritable représentativité de la population qu'on couvre. Mais c'est un véritable enjeu, celui-là. J'avais une petite question. En fait, il semblait avoir un plus grand intérêt pour la santé connectée de la part des jeunes médecins et des femmes. Les jeunes médecins, on peut se l'expliquer, mais les femmes, avez-vous des hypothèses? C'est vraiment étonnant. Non, on n'a pas d'hypothèse. On n'a pas encore. C'est des données que je vous donne, alors qu'on ne les a pas encore discutées avec la FMOQ. Mais c'est sûr qu'on a été un peu étonnés, quoi, parce que bon, l'âge. On avait fait l'hypothèse déjà avant même d'avoir les résultats. Mais ça, c'est ressorti statistiquement quand même relativement d'une façon étonnante. Donc, je ne sais pas, je pense... vraiment, là, je vais dire des bêtises parce que, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Mais ça va nous amener à réfléchir puis à creuser un peu mieux quels sont nos comportements par rapport à celui des médecins hommes. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup, Dr. Paumé. On a aussi des questions de notre communauté Facebook Live. Donc, en direct de la France, on nous demande comment la prise en charge des patients souffrant de maladies mentales peut-elle être envisagée avec les objets connectés et l'IA? Ben ça, c'est une excellente question. Je sais, peut-être que tu pourras aussi en dire un mot. Là, il y a des projets qui sont même déjà en cours au CHUM là-dessus. C'est sûr qu'il y a eu tout le travail des avatars là, récemment là, qui a été mené à Pinel en particulier sur... donc, ce n'est pas exactement l'objet connecté en tant que tel, mais la capacité de pouvoir discuter avec quelqu'un donc sous la forme d'un avatar qui permet de pouvoir faire un meilleur contrôle sur ses pensées négatives, en particulier dans le cadre de la schizophrénie. Mais on sait qu'il y a aussi beaucoup d'autres applications qui sont en cours sur la reconnaissance vocale, etc. Enfin bon, bref, donc on va utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer aussi les syndromes dépressifs et ce genre de choses. Je ne sais pas si tu veux un peu parler du projet. Moi, je ne veux pas dévoiler des choses là. Bah, écoute, on ne va pas le dévoiler étant donné qu'on va avoir un autre MIAM sur ce sujet. Mais effectivement, ce que tu décris, c'est-à-dire reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, variation de l'humeur, etc. Voilà. Mais je pense qu'on aura un MIAM directement dessus. Et puis aussi sur... le grand forum citoyen qui sera santé mentale et intelligence artificielle qu'on va faire dans quelques mois, ici dans le cadre de l'EIAS, qui répondra à sa question plus précisément. Mais effectivement, la santé mentale n'est pas exclue des possibilités d'utiliser les objets connectés pour mieux prendre en charge les patients, mais aussi prévenir ou détecter, comme on le verra aussi dans un autre MIAM sur les adolescents et le risque de développement de maladies psychotiques. Il y a déjà des applications qu'on peut trouver qui sont en ligne, là où on peut avoir, quand on a des troubles dépressifs, où il y a des algorithmes qui permettent de pouvoir vraiment s'assurer de votre état d'humeur, comment vous allez, etc., qui vous rappellent comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin bref, puis effectivement, en fonction des réponses qui sont données, elles sont analysées au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a une information qui est redonnée à la personne. Et puis éventuellement, s'il y a un problème, il y a la possibilité de pouvoir contacter quelqu'un. Donc, moi, j'ai une question par rapport aux 4C. Oui. Et dans ta chaire de recherche, avec tes différents programmes, puis l'analyse que tu as faite sur différentes publications, plus tes travaux, on voulait introduire le 5e C, qui est la confiance. Oui, je l'ai lu aussi. Confiance entre les soignants entre eux, les soignants et les technologies, les patients entre eux, les citoyens, etc. Tu as bien décrit qu'il y avait un problème dans certains cas qui était un problème lié à la qualité de l'algorithme ou à la qualité de l'objet connecté, puis le fait que ça a changé tout le temps. Est-ce que dans ton programme de recherche, tu envisages d'aborder ce thème de la confiance dans l'utilisation des objets connectés, auquel cas nous lançons la 5e chaire là-dessus, je vous le dis au niveau de l'IAS, et peut-être que certains de tes collaborateurs pourraient appliquer pour cette chaire.
Ouais, merci beaucoup. C'est sûr que là, moi, j'ai donné l'exemple qui était proposé par Nicolas Ayache, mais c'est sûr que dans les écrits, le mot confiance revient systématiquement là, comme étant vraiment la pierre angulaire de tout le dispositif qui est en cours. Dans le cadre des travaux qu'on mène, évidemment, sur le changement des relations entre les professionnels de la santé et les patients, difficile de ne pas penser à la confiance derrière, puisque c'est grâce à cette confiance-là qu'il va pouvoir y avoir un échange, et ensuite qu'il va y avoir donc une capacité de pouvoir mieux utiliser ces données issues des objets connectés ou des applications mobiles. Donc, effectivement, ça en fait partie là, intégralement. J'aurais une dernière question qui vient aussi de Facebook. Donc, vous avez parlé tout à l'heure le do it yourself. Est-ce que c'est valable pour les examens d'imagerie médicale? Est-ce qu'il y aura y a-t-il des objets connectés à distance pour ce domaine? Bonne question. Là, moi, je vais parler avec la lunette du docteur Topol. Hein. Ça, c'est pas la mienne, mais c'est exactement ce qu'il dit. Hein, déjà dans le livre qu'il a publié il y a déjà quelques années, là, qui était The Patient Will See You Now, il parlait du fait que, à cause de nos téléphones et la possibilité de pouvoir brancher des appareils, en particulier l'échographie, il a l'air d'être vraiment complètement impressionné par tout ce que fait l'échographie à domicile et autres. On est capable effectivement de pouvoir détecter un certain nombre de choses, que ces données peuvent ensuite être envoyé dans un nuage, que ce soit Dr Watson ou autre type de d'interface, qui vous renvoie ensuite un diagnostic. Donc, dans le cadre de l'imagerie, on pourrait avoir en tout cas la possibilité de pouvoir faire des diagnostics à la maison directement, et éventuellement effectivement des patients qui sont capables de pouvoir interroger des banques de données pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc, c'est une très bonne question, et en tous les cas, Dr Topol a l'air de dire qu'effectivement c'est une voie sur laquelle on est en train d'aller. Applaudit Dr Pomé. Merci infiniment. Merci à vous. Peut-être simplement mentionner notre prochain MIAM 26 février, dont le thème, notre invité sera Alexandre Boutier. Le thème sera un exemple concret d'application d'intelligence artificielle en santé. Donc, on vous attend en grand groupe. Et également, nous venons de lancer notre infolette via notre site web. Vous pouvez vous enregistrer et à ce moment-là, vous recevrez de nos nouvelles sur une base régulière. Merci. Bon dîner. Encore